Je me présente, Yasmine Arsalan, je travaille à l'Agence internationale. C'est bon là comme ça? À l'Agence internationale de l'énergie, dans l'équipe du World Energy Outlook. Donc le World Energy Outlook, c'est une publication annuelle qui vise à explorer les systèmes énergétiques mondiaux. On a une couverture de toutes les régions, tous les pays à travers le monde, en termes de consommation, de production, et puis bien évidemment les implications, que ce soit les investissements qu'il y a derrière, que ce soit les prix pour les consommateurs, que ce soit l'impact en termes d'émissions, l'accès à l'énergie, etc. Donc là, on est en train de préparer l'édition 2024 qui va sortir dans 3 semaines à peu près. Donc les chiffres que je vais vous présenter se focaliseront sur l'édition 2023, mais je vous rassure, beaucoup des messages clés sont toujours bien présents dans la prochaine édition. Donc vous voyez là dans ce logo à côté de l'AIE, il y a ce symbole 50. Pourquoi? Eh bien, cet organisme intergouvernemental a été créé il y a 50 ans en réaction à la crise énergétique, la première crise énergétique de 1973. Donc, petit historique. Vraiment, le cœur de métier de l'Agence internationale de l'énergie, c'est avant tout la sécurité énergétique. Et aujourd'hui, on voit bien cette conjonction, cette espèce d'alignement entre les crises, à la fois la crise énergétique et la crise climatique, et on voit un alignement des solutions à apporter à ces crises, et de plus en plus, l'Agence internationale de l'énergie se focalise sur les solutions à apporter à toutes les crises qui affectent nos systèmes énergétiques. Donc, avant de plonger dans le futur, j'aimerais refaire une petite perspective, un peu comme ce qui a été montré par Nadia Miaisi précédemment. C'est qu'est-ce qui s'est passé du coup depuis 50 ans au niveau mondial dans nos systèmes énergétiques mondiaux. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le mix énergétique en termes d'énergie primaire. Première chose qui paraît assez frappante, c'est que au lendemain de la première crise énergétique, eh bien, la part de marché du pétrole a diminué fortement. Mais attention, comme ça a été souligné très justement, ça ne veut pas dire que, en termes de valeur absolue, ça a diminué. Bien au contraire. Et toute cette augmentation, les besoins énergétiques mondiaux ont fortement augmenté à travers le monde, que ce soit lié à la démographie, à l'économie, etc. C'est principalement porté par les économies émergentes et en développement, et non pas par les économies avancées. Petit zoom sur le pétrole, et où on a une vision un peu similaire. Et si on regarde en valeur absolue, eh bien finalement, nos économies avancées, le niveau de consommation de pétrole est resté à peu près similaire, une petite augmentation. Par contre, au niveau global, ça a été multiplié par 2 depuis 50 ans, et encore une fois, porté par les économies émergentes et en développement. Alors, il y a un secteur qui avance plus vite que les autres, c'est le secteur de la production d'électricité. Là, on voit vraiment que la diversification des sources a été beaucoup plus rapide que dans le mix énergétique global. Et c'est non seulement une diversification plus rapide, mais aussi une croissance beaucoup plus forte. J'ai parlé d'une multiplication par 2 pour le pétrole. Là, on est à x6 pour l'électricité. Donc, la conclusion un petit peu, c'est des thèmes qui vont ressortir dans nos publications, c'est les transitions, c'est non seulement de la diversification vers des nouvelles sources, mais aussi en termes absolus, une substitution de sources vers d'autres. On parle souvent de système énergétique comme un système très lourd, difficile à changer, beaucoup d'inertie, mais des changements rapides peuvent avoir lieu. La crise de 1973 nous l'a démontré, et les crises que l'on traverse aujourd'hui, les crises énergétiques, la crise climatique, nous donnent espoir qu'on puisse réagir avec beaucoup plus de rapidité qu'à l'époque. On a beaucoup plus d'outils, comme vous pouvez le voir sur ce slide, qu'à l'époque. Donc face à toutes ces incertitudes,
Pour nos publications, nous produisons des scénarios qui explorent des futurs possibles basés sur certaines hypothèses, que ce soit des hypothèses concernant les politiques publiques, les actions des gouvernements, que ce soit les derniers développements des marchés, des hypothèses démographiques, etc., des hypothèses de prix. Donc les 3 principaux scénarios sur lesquels nous appuyons pour les publications et que nous mettons à jour chaque année sont les suivants. Donc on a le scénario politique annoncé, Stated Policy. Donc finalement c'est un scénario qui met un peu un miroir face aux décideurs politiques. Nous incluons dans nos hypothèses les mesures qui sont actuellement actées, qui sont dans la loi. Et pour aller plus loin, ce sera le scénario Announced Pledges. Donc, dans ce scénario Announced Pledges, là, on va aller un peu plus loin, on va prendre en compte les annonces des gouvernements, les objectifs. Par exemple, l'Europe qui vise la neutralité climatique à horizon 2050, l'Inde qui la vise à horizon 2070, etc. Et on fait l'hypothèse dans ce scénario que ces objectifs en termes d'ambition climatique, mais aussi d'accès à l'énergie, sont mis en place en temps et en heure. Donc, c'est quand même une hypothèse très forte. Et enfin, le scénario zéro émission nette, donc c'est un scénario que nous avons publié pour la première fois en 2021. Et ce scénario explore les transformations qu'il serait nécessaires dans le système énergétique pour avoir un monde compatible avec une augmentation des températures qui ne dépasserait pas 1,5 degré en moyenne à horizon 2100. Donc, on a mis à jour ce scénario justement pour l'édition 2023 et aujourd'hui, même à l'occasion de la semaine du climat à New York, on a une petite mise à jour et un papier qui traite de ce scénario. Donc, voilà un peu pour le contexte. Alors maintenant, je vais revenir à l'édition 2023. Quand on a produit cette édition 2023, on avait en tête des gros changements structurels qui allaient vraiment dimensionner nos projections. Donc là, je vais principalement parler du scénario Stated Policy, donc avec les mesures en place. Donc avec les mesures en place, on voit dans le secteur du transport la continuation d'une révolution qui est la révolution des véhicules électriques. Avec les mesures en place, on voit une continuation de la révolution du solaire. Chaque année, les capacités installées à travers le monde battent des records année après année. Donc, c'est quelque chose qui est très fort, qui va avoir un impact dans nos projections. Et enfin, le troisième... La Chine nous écoute. Donc la Chine. Le troisième vraiment paramètre très dimensionnant, c'est la croissance économique de la Chine. Vu sa place dans les systèmes énergétiques mondiaux, eh bien, c'est vraiment la façon dont le système économique chinois va s'alimenter en énergie, et puis sa croissance future va être extrêmement dimensionnante pour nos projections. Donc là, ce que vous voyez à droite, on voit que la Chine se transforme. Certes, elle croît toujours à un rythme très impressionnant, mais elle vise à une croissance plus soutenable. On a déjà eu un pic dans la production d'acier, un pic dans la production de ciment. Donc on voit un shift de l'économie chinoise, et je reviendrai dessus, avec des implications importantes pour les systèmes énergétiques. Donc là, je vais revenir sur chacun de ces drivers. En premier, les véhicules électriques. Donc, je vous ai montré un peu la croissance des ventes des véhicules électriques, donc là que vous retrouvez en vert ici. Donc, on était à peu près il y a 2 ans à 1 véhicule sur 25 qui était vendu, qui était électrique. Aujourd'hui, on est à peu près à 1 sur 5. Et ce qu'on voit
si les politiques qui sont actuellement en cours sont mises en place, dans notre scénario Stated Policy, on voit qu'à horizon 2030, ce sera dans les marchés principaux plus de 1 véhicule sur 2 vendu qui sera un véhicule électrique. Alors si on revient à gauche, alors là, au début, on a certes cette addition de ces technologies bas carbone qui va s'additionner au stock existant, mais vous pourrez constater que à partir de 2030, ce n'est pas juste plus de véhicules électriques, mais qu'ils vont petit à petit remplacer les véhicules conventionnels à combustion. Il y aura, quand vous sortirez dans la rue en 2030, il y aura moins de véhicules à combustion. Ce n'est pas juste en plus. Alors, bien évidemment, le secteur du transport a des implications importantes sur le pétrole et cette révolution des véhicules électriques va conduire à une baisse assez significative de la demande de pétrole à horizon 2030. Donc, premier pilier, la révolution des véhicules électriques dans le transport. Deuxième pilier, c'est le boom du solaire. Alors pourquoi ce boom du solaire, pour nous, c'est quelque chose de très dimensionnant dans nos scénarios, c'est que non seulement on installe pour la production d'électricité de plus en plus de solaire, mais derrière cela, la production de panneaux solaires connaît une croissance, je ne sais pas comment qualifier, mais vraiment impressionnante. On pourrait... si l'utilisation de ces usines de fabrication de panneaux solaires était à 100%, ce qui n'est le cas nulle part, on pourrait installer à peu près 1200, plus de 1000 gigawatts de panneaux solaires en 2030. Alors, en réalité, les taux d'utilisation de cette industrie sont très, très bas. On est autour de 40% en 2022. Si on continue d'utiliser ces capacités de production à leur taux d'utilisation actuel, eh bien, dans notre scénario Stated Policy, voilà un petit peu les capacités installées que l'on verrait à cet horizon. Alors, on voit bien que c'est un petit peu pas très sain pour cette industrie de rester à des taux d'utilisation si bas. Ça a des implications, des risques financiers pour les investisseurs assez importants. En même temps, ça nous donne un petit peu d'espoir que si on pouvait débloquer les barrières qui les empêchent d'utiliser ces usines à un taux plus fort, eh bien, on pourrait aller beaucoup plus loin dans la transition énergétique. Donc, si on vise, disons, un taux d'utilisation à 70%, on pourrait installer plus de 800 gigas de solaire par an. Qu'est-ce que cela signifierait pour l'usage des combustibles fossiles dans le système électrique? Alors tout d'abord, déjà, avec les mesures qui sont en place, avec la baisse des coûts des technologies qu'on voit dans nos scénarios, et en particulier pour les technologies renouvelables, on voit que déjà gaz et charbon sont en baisse dans leur utilisation pour la production d'électricité. Mais ce boom accéléré pourrait permettre d'aller encore plus loin, donc 15% de décroissance supplémentaire pour le gaz et encore plus pour le charbon. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est que déjà, pour nous, le secteur électrique est le secteur qui va le plus vite. On voit les émissions du secteur électrique connaître un pic très, très rapidement, mais là, on irait encore plus vite, à condition que ces développements se matérialisent. Et enfin, le troisième pilier qui a dimensionné nos projections, la Chine. Donc là, vous avez ce que représente la Chine dans le mix énergétique mondial. Donc à gauche, le charbon. Donc vraiment, quand on parle de charbon, on a la moitié à peu près, c'est ce qui se passe en Chine. Pour le pétrole, eh bien, finalement, c'est plus en termes de croissance, où on a vu que la croissance de la demande de pétrole en Chine, finalement, c'était 2/3 de la croissance qui a eu lieu à travers le monde. Et pour le gaz naturel aussi, un rôle important, mais beaucoup moins. Maintenant, avec les développements dont je vous ai parlé, le pic de la population en âge de travailler en Chine, qui a déjà eu lieu, le pic de la production de ciment, le pic de la production d'acier, eh bien, ça a une importance phénoménale, notamment sur le charbon. Et aussi le déploiement des renouvelables. La majorité des panneaux solaires
qui sont installés à travers le monde sont en Chine. En quelques mois, pour résumer, la Chine installe sur son territoire ce que le reste du monde met, disons, 2 ans à installer. Donc, avec ces développements qui s'accélèrent, eh bien, on a un pic très rapide de la consommation de charbon en Chine. En ce qui concerne le pétrole, eh bien, on l'a vu sur les slides précédentes, c'est 60%, plus de 60% des véhicules qui sont vendus qui seront électriques à horizon 2030. Donc, tout ceci conduit à un pic assez rapide en Chine de la consommation de pétrole. Et enfin, pour le gaz, on voit toujours une croissance de la demande de gaz en Chine, mais à un rythme beaucoup moins rapide que par le passé. Donc avec tout cela s'ajoute l'accélération des technologies bas carbone à travers le monde, dont j'ai parlé précédemment. Et ce que vous avez sous les yeux pour nous, c'est l'image la plus frappante d'à quel point on se trouve à un moment pivot pour les systèmes énergétiques. C'est-à-dire que pour la première fois dans nos projections, nous avons à la fois une croissance économique à horizon 2050, mais contrairement aux années précédentes où, comme l'a dit Nadia Maizi, on avait plus d'énergie, plus de richesse, là, plus de richesse, moins de combustibles fossiles. On a un découplage de ces deux projections. Alors, bien évidemment, ça ne se fera pas au même rythme partout dans le monde. On voit de manière assez flagrante que les économies avancées vont connaître un déclin beaucoup plus rapide, notamment par la mise en place d'efficacité énergétique dans les bâtiments pour le gaz. Le tournant du secteur électrique est beaucoup plus rapide, etc., etc. Tandis que les autres économies émergentes vont, elles, continuer d'augmenter leur consommation, notamment de gaz et de pétrole. Pour le charbon, le déclin est structurel. Il y a très peu de remise en cause de cette tendance complètement structurelle. Alors, qu'est-ce que cela implique pour les émissions? Eh bien, un pic des combustibles fossiles, eh bien, ça se traduit par un pic des émissions. Mais qu'en est-il des températures? Alors, tout d'abord, 2023 a été l'année la plus chaude. 2024 est bien parti pour. Et même si on a un pic des émissions, ça ne va malheureusement pas se traduire en une baisse des températures. Bien au contraire, donc 2023 était un record, et bien finalement, quand on sera en 2050, ce sera l'année la plus froide qu'on aura connue. La seule alternative possible à cette augmentation catastrophique des températures, c'est de tout de suite viser pour le système énergétique les émissions à zéro émission nette en 2050. Donc nous, notre scénario Net Zero Emission by 2050 est une trajectoire qui présente un léger overshoot du 1,5 et qui a une probabilité d'augmentation des températures à horizon 2100 de 50%, de dépassement de 1,5. Et c'est seulement si on met en place les transformations nécessaires que l'on pourra stopper cette augmentation des températures qui nous attend dans un scénario où seules les politiques actuellement en cours sont prises en compte. Alors, est-ce qu'on peut aller plus vite? Est-ce qu'on peut combler cet écart, faire le grand écart? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous avons les outils pour réduire ces émissions. Si on regarde l'écart des émissions entre les politiques en cours et le scénario zéro émission nette, eh bien, il y a 80% de ces réductions à horizon 2030 qui viennent d'actions, de mesures que nous connaissons bien. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est les 3 piliers de l'atteinte du scénario zéro émission nette. Le premier, c'est les renouvelables. Donc, tripler la capacité de renouvelables d'ici à 2030. Le deuxième pilier concerne
l'amélioration de l'intensité énergétique. Donc ça va se faire à la fois par l'amélioration, disons, de l'efficacité pure, la performance des appareils et l'amélioration des appareils, des véhicules, des chaudières que nous utilisons dans nos maisons, dans nos usines pour nous déplacer, mais aussi du switch vers des combustibles plus performants et notamment l'électrification. Donc, deuxième pilier, il faudrait multiplier par 2 les efforts d'amélioration de l'intensité énergétique. Le troisième, c'est le méthane. On parle beaucoup du CO2, mais le méthane est un gaz extrêmement important et qui conduit à un réchauffement beaucoup plus fort que le dioxyde de carbone. Dans notre scénario zéro émission nette, nous visons à réduire de 75% les émissions de ce gaz. Et sans ces réductions, qui vont être beaucoup dans les pays producteurs de combustibles fossiles, pour les opérations d'extraction de pétrole, d'extraction de gaz, eh bien, le scénario serait atteint beaucoup plus tard, plus de 8 ans de retard, ce qui est énorme. Donc, 3 piliers. On en voit un 4e, c'est-à-dire que pour atteindre un tel déploiement de renouvelables, de technologies bas carbone, eh bien, il faut les investissements qui vont derrière. Donc, on a une multiplication quasiment par plus de 2,5 des investissements d'ici 2030, et la majorité va vers les pays qui connaissent la croissance de la demande la plus forte, donc les grands émergents. Donc là, le 4e pilier, c'est la multiplication par 3 des investissements dans les économies en développement. Et là, on a un challenge supplémentaire, c'est que le coût du capital et les taux d'intérêt pour ces économies est en général beaucoup plus élevé. Par exemple, pour financer une centrale électrique solaire dans les pays les moins avancés d'Afrique ou d'Asie, c'est en moyenne 3 fois plus coûteux que dans nos économies avancées. Donc vraiment, il y a cette question d'outils pour faire baisser le risque dans ces économies qui est extrêmement importante. Donc, avec ces investissements, on aura une augmentation des technologies propres. Et le 5e et dernier pilier, qui est la résultante dans notre scénario de toutes ces évolutions, de toutes ces interactions complexes entre les différentes composantes, c'est une baisse des combustibles fossiles et notamment moins 25% dès 2030. Une part des technologies bas carbone dans le mix qui sera supérieure à celle des combustibles fossiles tout de suite après 2030. Donc, comment ça se traduit pour pétrole et gaz? Donc, on voit ici un peu comment ces piliers vont permettre de diminuer la demande de pétrole dans le scénario NZI. Donc, le pilier électrification est le plus important. Je vous ai parlé de la révolution des véhicules électriques. C'est quelque chose qu'on voit s'accélérer dans ce scénario, mais ce n'est pas le seul. On a une performance qui est améliorée, de la demande évitée, du recyclage notamment pour la production de plastique. Et pour le gaz, donc là, c'est surtout dans les systèmes électriques que les changements vont être les plus importants. Vous voyez ici le solaire, l'éolien, mais encore une fois, l'électrification des usages est très important. Je vais aller assez rapidement sur les implications en termes de production. On a vu un peu toutes les évolutions en termes de demande, mais là, qu'est-ce qui se passe pour la production? Tout d'abord, quelque chose est très clair. Si on arrête d'investir dans la production de pétrole et de gaz, on n'aura pas assez de pétrole et de gaz pour la demande que l'on voit dans ce scénario. Elle diminue très fortement, mais tout de même moins vite que si on exploitait, qu'on allait juste à la fin de la durée de vie des champs existants. Si on prend en compte les investissements approuvés ou en construction, eh bien,
il manque ma ligne. Donc, on serait encore un peu supérieur à notre scénario. Donc, ce qui signifie qu'on continue à avoir des investissements dans le scénario zéro émission nette, mais pas plus que ceux qui sont annoncés. Et en fait, il s'agit d'un jeu d'équilibre. Il peut éventuellement y en avoir plus. C'est tout à fait possible. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la partie violet foncé va devoir se réduire d'autant. Donc, des nouveaux projets qui seraient décidés aujourd'hui devraient conduire à une fin de vie anticipée des champs existants. Donc, c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Et enfin, en ce qui concerne le gaz, on entend beaucoup parler du gaz en ce moment avec la crise majeure suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ceci a suscité un engouement pour la construction de capacités de regasification, mais cela veut dire que ce qui est en cours de construction, principalement aux États-Unis et au Qatar, serait suffisamment pour répondre à la demande jusqu'en 2040. Donc, encore une fois, attention aux investissements ici. Pour conclure, je vous ai parlé de la croissance que l'on voit dans les technologies bas carbone, mais il y a des leviers qu'il faut mobiliser pour que celles-ci puissent avoir lieu, notamment, et ce sera évoqué plus tard, derrière toutes ces technologies propres, nous avons des matériaux critiques, cobalt, lithium, dont la croissance va fortement augmenter. Il faut savoir que la production de ces composants est extrêmement concentrée. Donc, on est à 75% dans 3 pays principaux en ce qui concerne le cobalt, lithium et graphite. Donc, il ne faudrait pas se défaire d'une dépendance énergétique, notamment par exemple le gaz, pour une autre. Ensuite, un deuxième risque que l'on voit émerger face à ces transitions, c'est en ce qui concerne les réseaux. Donc derrière tous ces panneaux solaires, eh bien, il faut les connecter afin que la production d'électricité aille au centre de demande. Et donc pour cela, il faudrait augmenter les investissements dans les réseaux. Aujourd'hui, on a à peu près 1500 gigawatts de renouvelables qui sont en attente de connexion. 1500 gigawatts, c'est à peu près 3 fois la totalité de l'éolien et du solaire qui a été installé en 2023. Pour vous remettre en perspective à quel point c'est quelque chose d'important. Et enfin, l'impact sur les citoyens, notamment en termes de coûts. Cette transition doit être abordable. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on calcule le coût pour un ménage moyen dans les pays émergents d'approvisionnement en énergie, cela baisse à horizon 2030. Mais attention, les coûts d'investissement auxquels ils vont devoir faire face sont beaucoup plus importants. Et même s'ils sont compensés parce qu'ils n'ont pas besoin de consommer du pétrole pour leur voiture ou consommer du gaz pour se chauffer, eh bien, même si ces coûts d'opération vont compenser l'augmentation du CAPEX, c'est quand même un coût qui est important et qu'il va falloir aider. Il faut aider les ménages à acheter ces équipements plus efficaces. Donc la conclusion, c'est que zéro émission nette est un scénario où il va falloir vraiment naviguer dans des eaux assez agitées, mais nous avons les outils pour atteindre cet objectif. Et la crise que nous traversons nous montre que les impératifs de sécurité énergétique et les impératifs de risques climatiques sont aujourd'hui alignés et que les solutions que nous souhaitons mettre en œuvre pour traverser la crise énergétique, eh bien, peuvent nous permettre aussi de résoudre la crise climatique au même moment. Merci pour votre attention. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui.
Bonjour, merci pour votre présentation. Par rapport au scénario net zéro, on voit qu'il y a quand même une grosse rupture de pente avec les scénarios actuels. Quelles seraient les conditions de sa réalisabilité et votre avis sur la faisabilité de ces scénarios ? Alors, je vais répondre d'abord sur la faisabilité, parce que nous ne mettons pas de probabilité derrière nos scénarios. La faisabilité, entre guillemets, de ce scénario, elle va tout d'abord dépendre de l'action que nos décideurs vont mettre en place. Est-ce qu'ils vont, en voyant peut-être ces projections, décider d'aller plus loin, d'accélérer le déploiement des technologies propres, qui est le premier pilier de ce scénario. Peut-être j'ai parlé de l'accélération des énergies propres, mais j'ai peut-être un peu moins mentionné ce qui se passe pour le stock existant. Donc là, on a pas mal parlé du solaire, des véhicules électriques, mais qu'en est-il des centrales charbon qui sont aujourd'hui en fonctionnement à travers le monde? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Donc ça aussi, c'est une action forte de nos décideurs. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les centrales charbon, on en a plusieurs milliers à travers le monde. Elles sont responsables d'à peu près 30%. Et si on vise zéro émission nette, eh bien, c'est des pans entiers de l'économie de certains pays, notamment, par exemple, l'Indonésie, dont une grosse partie repose sur l'extraction de charbon. Eh bien, donc, on a le premier pilier, les énergies propres, dont j'ai beaucoup parlé, et aussi qu'est-ce qu'on fait du stock existant, quelle transition pour les centrales charbon. Eh bien, elles peuvent être décommissionnées plus tôt, elles peuvent trouver un rôle dans l'apport de flexibilité au système, ou aussi, encore une fois, des technologies plus innovantes, c'est la co-combustion avec de l'ammoniac ou avec l'équipement CCUS de ces centrales. Donc c'est un peu, j'ai donné ces exemples, mais c'est un peu valable pour l'ensemble des équipements à travers le monde, les chaudières que nous avons dans nos maisons. Donc pour nous, le scénario zéro émission nette, c'est ces deux piliers, une croissance très forte des énergies propres avec des investissements qui vont tripler, mais aussi le deuxième pendant, c'est accompagner la transition par rapport au stock existant qui repose sur les combustibles fossiles. Oui, Jean-Philippe Perrault de la société Solvay, merci pour votre présentation. Vous avez montré des chiffres, je dirais, globaux. Par contre, avec le développement de la production d'électricité intermittente, avec le solaire, et l'éolien, vous n'avez pas parlé comment on allait gérer l'adéquation entre la demande à chaque instant et la production qui doit suivre. Ça, c'était ma première partie de ma question. Et la deuxième partie, ça concerne le nucléaire. Vous n'avez pas beaucoup parlé du nucléaire. Oui. Merci pour vos questions. Donc, sur la première, effectivement, on voit à horizon 2050, dans le scénario zéro émission nette, que 70% de l'électricité sera à base d'éolien et de solaire, qui sont des énergies intermittentes et variables. Du coup, les systèmes de production d'électricité vont devoir évoluer parce que aujourd'hui, ils sont construits pour répondre à une évolution constante de la demande. Donc déjà, nos systèmes énergétiques sont construits pour répondre aux fluctuations. Mais là, à cette fluctuation de la demande va s'ajouter, comme vous l'avez justement souligné, la fluctuation de l'offre. Et en parallèle, je vous ai parlé de la baisse des combustibles fossiles qui sont aujourd'hui le principal moyen d'intégrer et de répondre à ces besoins de flexibilité. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Eh bien, on voit trois grandes évolutions. Tout d'abord, les batteries. Mais ces batteries vont permettre de répondre à une demande de flexibilité court terme. On a aussi l'hydro qui aujourd'hui est la source bas carbone qui permet le plus de répondre à ces besoins de flexibilité. Et enfin, des technologies émergentes. Il y a le pilotage de la demande qui va permettre d'être plus sur le moyen terme. Et enfin, je l'ai un petit peu évoqué, l'ammoniac et l'hydrogène qui vont répondre à des fluctuations saisonnières. Et enfin, le nucléaire fait aussi partie du panier
de ce zéro émission net. On a vu ces derniers temps un regain d'intérêt pour le nucléaire. Certains pays qui avaient prévu d'arrêter ou de ne pas construire de nouvelles centrales ont exprimé, suite notamment à la crise, des avis contraires. Donc on voit pour les pays qui en expriment le besoin une croissance du nucléaire dans notre scénario et qui va être multipliée par 2 d'ici 2050. Donc bonjour, Mathieu Milani, promo 2024. Est-ce qu'aujourd'hui en France, ça a vraiment beaucoup de sens et c'est agir pour la transition que de poser pour les centrales photovoltaïques du matériel qui vient quasi exclusivement de Chine, avec les méthodes de production qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui et avec l'empreinte carbone qu'on va avoir en France avec nos moyens de production? Est-ce que c'est vraiment aller dans la bonne direction que de poser ce genre de matériel aujourd'hui? Alors, merci pour cette question très intéressante. Elle sort un petit peu du cadre de cette présentation, parce que du sens, pourquoi? Est-ce que c'est du sens pour le climat? Est-ce que c'est du sens pour le tissu économique local? Est-ce que c'est du sens en termes de sécurité énergétique? Il y a beaucoup de complexité dans votre question. Je vais essayer d'apporter quelques éléments. Il faut effectivement savoir que la majorité des technologies propres que j'ai évoquées sont fabriquées en Chine. Pour quasiment la plupart de celles-ci, c'est en Chine. Mais on a vu de manière récente une volonté, par exemple aux États-Unis, de développer une production domestique. Donc je donnerai l'exemple du Inflation Reduction Act, qui est un acte politique très fort qui montre que l'action politique et surtout mettre de l'argent sur la table permet de résoudre un petit peu toutes vos problématiques, mais ce n'est pas gratuit. Donc avec l'Inflation Reduction Act, les États-Unis ne seraient pas dépendants de la Chine pour leurs panneaux solaires. Alors attention, on n'est pas en train de dire que le repli sur soi, c'est la solution. Dans tous nos scénarios, la coopération internationale est ce qui fait baisser les coûts. Donc la Chine est entre guillemets un petit peu pointée du doigt, mais il faut se rappeler que c'est grâce à ce déploiement phénoménal de leur industrie photovoltaïque qu'on a eu une baisse des coûts partout dans le monde. Donc c'est un petit peu plus nuancé. Voilà, j'espère que ça a apporté quelques éléments. Merci. Merci beaucoup, madame.